La Cour d'arbitrage du Togo a l'initiative d'une formation des praticiens du droit sur les procédures de règlement à l'amiable des litiges commerciaux, l'intégration des enfants handicapés visuels notamment dans le système d'éducation au Togo et enfin l'ouverture de la 7e législature de l'Assemblée nationale béninoise sous la présidence de l'ex-première dame du Bénin et doyenne d'âge des députés, Madame Rosine Soglou. Et voilà pour les titres et le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les membres du Rotary International venus du Bénin, du Ghana et du Togo ont tenu la semaine dernière à Lomé une conférence avec à l'ordre du jour le bilan des activités de l'organisation, l'élaboration de son budget et la formation de nouveaux dirigeants du Rotary. Des assises qui ont reçu le soutien des autorités togolaises et pour lequel le gouverneur du district 9102 du Rotary International est allé exprimer sa reconnaissance au Premier ministre lundi à l'occasion d'une audience que ce dernier lui a accordée. Écoutons M. Maurice Edo au micro de Christine Petcheki à l'Oudé. Rencontrer le Premier ministre pour lui exprimer notre reconnaissance à l'issue de notre conférence du district. Comme vous le savez, la semaine dernière, on a eu une grande conférence à Lomé et qui a regroupé les Rotariens du Bénin, du Ghana, du Niger et du Togo. Et cette conférence qui a connu une participation massive donc des Rotariens. Et le Premier ministre nous a accompagnés en présidant personnellement donc cette manifestation. Nous sommes venus lui exprimer notre gratitude et la conférence a voté une motion spéciale de remerciement et de félicitations. Donc nous lui avons transmis cette motion spéciale de remerciement et de félicitations de la part de tous les Rotariens. Les propos de M. Maurice Edor recueillis donc par Christine Petcheki à l'Oudé. Les praticiens du droit planchent depuis ce matin à Lomé sur les notions et procédures d'arbitrage et de médiation dans les litiges entre opérateurs économiques. Une formation organisée à leur intention par la CATO, Cour d'arbitrage du Togo, afin de leur permettre de maîtriser les techniques de règlement à l'amiable des litiges commerciaux. Et pour ceux qui ne la connaissent pas trop, la Cour d'arbitrage du Togo est une institution chargée de régler les litiges commerciaux qui opposent les opérateurs économiques par la voie de la conciliation. Créée depuis 1989, elle n'a dû démarrer effectivement ses activités qu'en 2011. Esther Laclé nous en dit un peu plus sur cette Cour, ses prérogatives et les conditions dans lesquelles elle peut être saisie. Dans le souci d'améliorer, d'assainir et de sécuriser l'environnement juridique et judiciaire du climat des affaires, créer la confiance entre opérateurs économiques et désengorger la juridiction étatique, le gouvernement togolais a rendu opérationnelle la CATO, Cour d'arbitrage, de médiation et de conciliation en 2011. Sa principale mission est d'aider au règlement rapide des litiges commerciaux en évitant la lenteur d'une procédure classique. Lorsque les opérateurs économiques ont des différends entre eux, généralement, le premier réflexe, c'est de saisir les tribunaux. Or, vous savez que la saisine des tribunaux avant qu'une décision puisse en sortir, ça dure des années, des renvois, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, etc. Or, l'opérateur économique, comme on dit souvent, les Anglais le disent, time is money. Donc, il faudrait qu'ils trouvent un mécanisme pour régler rapidement leur litige. Et la Cour d'arbitrage est justement là pour ça. Tout litige qui a été porté devant la Cour d'arbitrage peut être réglé dans un délai maximum de 6 mois. Donc vous voyez que c'est plus rapide. Ça permet donc, la Cour d'arbitrage est une institution qui permet de sécuriser les investissements. Toute partie qui souhaite recourir à la médiation adresse sa demande au secrétariat de la CATO. Lorsque survient le litige, la partie la plus diligente saisit la CATO par une requête et paie un droit d'inscription d'un montant, je crois, de 30 000 francs. Donc c'est comme ça que cette partie saisit la CATO. La CATO maintenant envoie une copie de la requête du demandeur au défendeur. Ensemble, les deux parties désignent des arbitres. Une fois que les arbitres sont désignés par les deux parties reviennent vers la CATO qui met ensemble les parties, les arbitres et la CATO elle-même pour former le tribunal d'arbitrage. Donc à partir de la formation du tribunal d'arbitrage, maintenant les arbitres choisis
vont statuer sur le contentieux qui est intervenu entre les deux parties. La médiation se déroule en 2 phases et prend fin par le prononcé d'une sentence finale qui a un caractère définitif. C'est une cour qui est chargée d'administrer les procédures d'arbitrage et de faire statuer par des arbitres sur le contentieux qui peut intervenir entre 2 personnes qui, au préalable, avaient inséré dans leur contrat d'affaires une convention qui leur permet d'aller en arbitrage. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait à la base une convention d'arbitrage insérée dans un contrat. C'est la première phase. La deuxième phase, maintenant, lorsqu'il survient un litige, si la partie n'avait pas inséré cette convention d'arbitrage dans le contrat, ils peuvent, après la naissance du litige, convenir de ce que nous appelons un compromis pour venir en arbitrage. La conciliation-médiation, l'autre prérogative de la CATO, est une procédure indépendante de l'arbitrage. Elle est facultative sauf convention contraire des parties. La Cour d'arbitrage, de médiation et de conciliation du Togo se situe dans les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Il faut dire que le secteur économique togolais et commercial en particulier connaît un certain dynamisme ces derniers temps. Il suffit de faire un tour sur certains sites, le port autonome de Lomé en l'occurrence, qui fonctionne maintenant 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, mais aussi aux différentes frontières du pays, notamment pour se rendre compte du développement des activités et des échanges commerciaux. Pour faire profiter aux acteurs du secteur informel de cette embellie, le gouvernement a étendu sa politique des grands travaux aux différents carrefours commerciaux du pays. Et ceci s'est traduit par la construction, la rénovation et l'équipement des hangars des marchés à travers le territoire. Exemple dans les préfectures de Doufelgou avec le marché de Ntita, Kara avec le marché d'Awangelo et Bassa que Pierre Soussoupo va nous faire visiter dans le document que voici. Ntita, un village au nord du Togo qui doit sa renommée à ce marché aussi vieux que le temps où les pratiques de troc ont survécu. Nous sommes dans Doufelgou, région de la Kara. De par sa position géographique équidistante des localités environnantes, Ntita accueille tous les lundis des commerçants qui viennent y faire des opérations d'échange des produits de base. Quand je viens, on me donne l'alcool, on me donne les graines de baobab, on me donne le maïs, le mil, le sorgho. Moi, je donne le piment, le sel, les petits poissons, en plus gingembre, piment, avec gâteau. J'ai bénéficié là-bas. C'est un espace commercial partagé par les populations de Niamtchougou, de Falé, Kéran et de Doufelgou. Ici, de nouveaux hangars ont conféré un nouveau visage à ce marché et imprimé une nouvelle dynamique au sein des populations. Nous les femmes, le marché là nous a beaucoup aidés. Au moment des pluies, le marché là ne s'animait pas. Les pluies arrivent, les paillotes, tout est gâté. On n'arrive pas à animer le marché. En saison sèche, les feux de brousse viennent aussi prendre les appâtants. Chaque année, il faut changer. Aujourd'hui, avec le nouveau marché, nous avons de nouveaux marchands qui arrivent. Les produits manufacturés et les fripages et d'autres marchandises. Donc ce marché, n'est-ce pas, apporte un certain développement. Les échanges vont se diversifier. Ntita, nous ne sommes pas arrivés aux heures des grandes affluences. Mais l'engouement et l'empressement observés sous ces hangars nous rassurent quant à l'amélioration des conditions de transaction des hommes et femmes de ce milieu. À Wangelo, sur la demande du comité villageois de développement, la communauté d'Awangelo a bénéficié du financement de PESMICO, projet de soutien aux micro-projets communautaires, ce qui a facilité la rénovation de ce marché avec la construction de nouvelles infrastructures. Félicité est l'une des grandes commerçantes de ce marché. Aujourd'hui, elle exprime toute sa fierté de voir s'agrandir ce marché qui progressivement abandonne les hangars de fortune. On nous a fait les hangars, on voit qu'il n'y a plus la souffrance comme ça. S'il prend, on rentre dedans et tout marche bien.
nos choses sont propres et on voit ça bien. Et on voit aussi que le marché, ça s'anime bien plus qu'avant. À Bassa, à environ une cinquantaine de kilomètres d'ici, la demande était plus grande. Ici, c'est tout un nouveau marché qui est mis à la disposition des populations. Il y a 2 mois, les commerçants ont intégré cette sphère d'échange et tout s'y déroule visiblement à merveille. Par rapport à l'ancien marché, je vois qu'ici ça va. Il y a des places suffisantes. Des places suffisantes pour toutes les femmes. Il y a aussi le marché. Samedi, jour des grandes animations de ce marché, réputé dans le commerce des ignames. L'espace que voici est provisoirement réservé aux commerçants des tubercules. Les bonnes dames se sentent plus à l'aise qu'avant. Dans ce bloc administratif, nous avons retrouvé le comité de gestion de ce marché. C'est ici qu'il se réunit périodiquement pour discuter de tout ce qui peut concourir à une bonne gouvernance de ce joyau. Le 2 août précisément, la date que nous allons commencer par ici, nous avons été surpris. Facilement, le marché a été abandonné. Et ils ont compris tout ce que nous leur avons prodigué comme conseil des avantages qu'ils auront ici. Donc, nous sommes revenus. Nous avons aussi senti que par rapport aux recettes, ancien marché, par rapport au nouveau, je crois qu'il y a des améliorations. Vous voyez ce que nous sommes en train de discuter quand vous êtes arrivés. Ça, des petits problèmes d'installation des commerçants que nous sommes en train de faire. Les infrastructures marchandes sont une réponse pertinente aux problèmes de vétusté et d'étroitesse des marchés locaux. Un reportage à suivre dans son intégralité dans le prochain numéro de l'émission Le Togo en marche. L'association togolaise des aveugles, ATA, en collaboration avec la Croix-Rouge togolaise et avec l'appui financier et technique de la coopération allemande et de l'ONG CBM, anime depuis ce matin une formation au profit d'une trentaine d'enseignants de Lomé commune. Une session destinée à inculquer aux participants de nouvelles connaissances en matière d'identification et d'orientation des enfants souffrant de troubles visuels en vue de leur prise en charge. Pour plus d'informations sur le sujet, écoutons les explications de M. Komevi Ayassou. Il est le président de l'association togolaise des aveugles. Il s'est avéré au niveau de la communauté internationale qu'il y a un certain nombre d'enfants qui sont exclus du système éducatif, notamment les enfants handicapés. Et dans le cadre de ce projet, nous avons estimé que tous les acteurs doivent conjuguer leurs efforts et notre contribution est d'apporter cette expertise aux côtés du gouvernement togolais pour que les enfants déficients visuels puissent avoir droit à l'éducation comme le reconnaissent les différents instruments juridiques internationaux et nationaux. Il s'agira concrètement au cours de cette formation qui réunit une trentaine d'enseignants ordinaires, de leur donner des informations sur l'évolution de la notion de déficient visuel, les différents types de déficients visuels et les instruments juridiques internationaux et nationaux garantissant les droits à l'éducation aux enfants handicapés sur la base de l'égalité avec les autres enfants, mais également de les outiller sur la pratique de classes inclusives. Comment, de façon spécifique, ils pourront prendre en classe des enfants sans déficience et des enfants déficients visuels, de sorte à ne pas avoir 2 classes dans une même classe. Des propos recueillis par Dodo Haré et Désiré Dagbovi. L'éducation inclusive ou l'éducation pour tous, c'est ainsi que l'on appelle ce système qui consiste à prendre en compte les enfants en situation de handicap, à l'instar des malvoyants, des handicapés physiques ou des enfants victimes de toute autre forme de mobilité réduite. Une attention particulière doit donc être accordée à ces enfants comme le recommandent les diverses conventions internationales, parmi lesquelles les objectifs du millénaire pour le développement. Au Togo, comment s'y prend-on pour assurer l'éducation de cette catégorie d'enfants? La réponse dans ce dossier signé Augustin Kossi, présenté par Charlotte Oussimé. Une éducation qui tient compte de la diversité des apprenants dans une classe. C'est ce qu'on appelle une éducation inclusive.
Elle est prévue par la Convention internationale de la protection des personnes handicapées, ratifiée par le Togo en 2011. Ici, au collège protestant, par exemple, les malvoyants sont pleinement intégrés dans le système éducatif. Nous les avons surpris en plein devoir sur table. Le braille est leur mode d'écriture. Les épreuves, les devoirs et compositions sont transcrites en braille. Pour certains cours qu'on copie au tableau, on a besoin des gens pour que nous les dictent. Il y a aussi certains mots qu'on écrit au tableau et on doit nous épeler. Concernant les livres, on doit les transcrire en braille pour que nous puissions lire nous aussi. Tout comme elle, Gloria Enfant-Bon en terminale A4. Il a intégré cet établissement il y a environ 7 ans. J'ai commencé le braille en formation au Centre Sésame des aveugles. Donc j'ai intégré le collège protestant en 6e. Ça n'a pas été du tout facile. On prend les cours, quand le professeur dit, on copie, on essaie de suivre. Si on n'arrive pas à suivre, là il y a un ami là, le camarade du banc, surtout en mathématiques et puis en sciences physiques, qui nous aide à reporter les notes que le professeur porte au tableau, surtout sur les fonctions et tout. Là, je suis en train de traiter un devoir de philosophie. J'ai choisi le sujet 3 sur le commentaire philosophique. C'est lors des devoirs que le professeur nous sollicite, parce que le devoir qui est donné à un élève valide, c'est le même devoir qui est donné à un élève non-voyant aussi. Mais par le biais de l'encadreur prépare le devoir en braille. Après le devoir de l'enfant, la copie passe par l'encadreur, parce que ce n'est pas nous qui corrigeons directement les copies des non-voyants. Donc nous retraduisons intégralement ce que l'élève a produit comme devoir et c'est au professeur titulaire de corriger la copie. Ce système intégriste est bénéfique à tous les enfants et permet à tous de disposer des chances égales. Il est bien voulu par le gouvernement togolais afin d'assurer à tous les citoyens une éducation pour tous. En 2004 déjà, l'État avait voté une loi de protection sociale des personnes handicapées. Et cette loi a prévu des dispositions particulières à certains types de handicaps, dont les personnes handicapées visuelles. Mais en 2009, l'État a décidé d'accorder une subvention aux structures de prise en charge des déficients et des personnes handicapées en général. Et les structures de prise en charge des enfants handicapés visuels également bénéficient de cette subvention qui a connu une augmentation galopante. Parce que la subvention a commencé en 2009 avec un montant de 5 millions. Mais déjà en 2010-2011, cette subvention a augmenté pour se retrouver à un taux de 20 millions de francs par an. Si nous disons enseignement, apprentissage, il faut aussi l'évaluation, les examens. Comment adapter les examens pour qu'eux aussi puissent réussir? Voilà. Il y a les mesures, il y a les moyens, il y a les méthodes, il y a les stratégies. L'ambition est d'étendre le système à tous les établissements scolaires sur toute l'étendue du territoire national. Et le plan sectoriel de l'éducation révisé 2014-2025 reste le cadre idéal pour la concrétisation de ce projet. Un ensemble d'outils comme objet de référence dans les services publics pour un travail de qualité en réponse aux attentes du programme de modernisation de l'administration. Il s'agit de fiches de poste, du plan de communication, des manuels et guides de procédures administratives élaborés et soumis à l'étude des experts et cadres de l'administration en vue de leur validation. La rencontre s'est ouverte à Akbalimé est une initiative, du ministère de la planification, du développement et de l'aménagement du territoire. Comment Prodé. Plus d'abstrait et de l'arbitraire dans les services administratifs au Togo. La transparence, l'objectivité doivent être de mise en vue de l'atteinte des objectifs en réponse aux exigences du projet d'appui à la gestion du développement et de l'aide. C'est pourquoi désormais le fonctionnement
doit s'appuyer sur des fondements légaux, à savoir des fiches de poste, le plan de formation, des manuels et guides de gestion des ressources humaines. Ces documents de référence pour un travail de qualité sont à étude en vue de leur adoption. Il s'agit de rechercher la perfection. Donc au quotidien, si nous pouvons développer de nouveaux moyens de travail, de nouveaux procédés, appuyer sur des outils validés consensuellement, cela ne peut que raffermir les relations fonctionnelles entre les différents services, aider à la cohésion et effectuer une gestion rationnelle et prévisionnelle des ressources humaines. Ce que nous souhaitons, c'est que progressivement et au fur et à mesure, nous puissions sans cesse essayer d'améliorer nos performances de travail, et cela s'appuie par la mise en place et l'utilisation d'outils performants et modernes de gestion des ressources humaines. L'initiative s'inscrit dans la dynamique du programme de modernisation de l'administration publique avec l'appui technique et financier de l'Union européenne et du programme des Nations Unies pour le développement. Cap à présent sur Tchaoudjo, où il y a quelques mois, les éleveurs locaux avaient reçu des géniteurs améliorés d'ovins destinés à assurer la reproduction de jeunes mâles. Lors d'une cérémonie présidée la semaine dernière par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, ces éleveurs ont procédé à la remise de ces jeunes géniteurs au service du ministère. L'opération se situe dans le cadre de la mise en œuvre d'une vaste politique de redynamisation de la filière. Lamak Boudjona. Ces béliers constituent la rétrocession des petits issus des géniteurs améliorateurs dans le processus de la relance du sous-secteur de l'élevage qui s'intègre dans le projet d'appui au secteur agricole PASA. Les premiers bénéficiaires rétrocèdent ces petits à d'autres éleveurs pour la pérennité du projet. Nous avons une démarche à long terme de recapitalisation. Cette rétrocession s'inscrit dans les actions de pérennisation des objectifs du projet. Donc ça voudrait dire que le projet va s'arrêter, mais les actions de recapitalisation continuent et ça fait une tâche d'huile jusqu'à ce que toutes les couches éleveuses puissent avoir accès à des géniteurs et ainsi avoir accès à une multiplication d'animaux. La cérémonie de remise s'est déroulée en présence du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, le colonel Urokura Agadazi. Aujourd'hui, on voit se dessiner une nouvelle chaîne de solidarité à travers ces actions, c'est-à-dire un paysan qui reçoit un bien de l'État, travaille pour fructifier ce bien, mais avec à l'arrière-plan cet esprit novateur de céder une partie de la production à son collègue. Notre pays est déficitaire en termes de couverture en produits carnés. Nous importons énormément de la viande de l'extérieur. Et donc si on arrive à installer cette démarche dans la durée, il n'est pas exclu que dans les 5 ans à venir, que le Togo puisse être autosuffisant en matière de couverture de produits carnés et peut-être même envisager les exportations. Les bénéficiaires de cette rétrocession ont remercié le ministère de tutelle pour ses actions en faveur des éleveurs et promis en faire bon usage pour la continuité du cycle. Quelques nouvelles de l'actualité hors du Togo. Au Burundi, le putsch raté de la semaine dernière fait tomber ses premières têtes au sein du gouvernement. Le ministre de la Défense et celui des Affaires étrangères viennent en effet d'être limogés. Le premier pour avoir émis avant les événements des avis contraires à la position du chef de l'État et demandé qu'il soit utilisé la manière douce pour traiter la crise de contestation du projet du troisième mandat du président Pierre Nkurunziza et le second pour n'avoir pas suffisamment défendu le régime lors de la tentative de coup d'État. Les députés béninois de la nouvelle législature prennent le chemin de l'hémicycle. Un peu plus de 3 semaines après leur élection, les 83 nouveaux députés issus des diverses sensibilités du pays sont officiellement entrés en fonction à Porto Novo, siège de l'Assemblée nationale béninoise, lors d'une session présidée par la doyenne d'âge et ex-première dame du Bénin, Rosine Soglo. Les députés de la 7e législature ont été installés samedi. 3 temps forts ont marqué cette cérémonie. Il s'agit de la lecture de la décision de la Cour constitutionnelle qui déclare élus les 83 députés.
la communication des recours en invalidation et le discours de la doyenne d'âge. Au-delà des communications, les élus du peuple se félicitent de la tenue à bonne date de l'installation. La date du 16 a été respectée et on a vu que c'était dans une grande joie, une occasion d'échange. On s'est vu, on s'est congratulé, c'était formidable. Et la doyenne d'âge, elle a pu libérer ses émotions. C'est ça la démocratie. Présidée par la doyenne d'âge Rosine Soglo, cette cérémonie a permis de faire savoir aux nouveaux députés les rôles qui sont les leurs. Pour de nombreux députés, beaucoup de défis restent à relever pour l'actuelle mandature. Nous allons exercer nos fonctions avec la rigueur, avec le dévouement, la disponibilité qu'il faut pour ce pays. Nous allons légiférer conformément à la Constitution. Nous allons également exercer les fonctions de contrôle de l'action du gouvernement comme il se doit. Après l'installation des députés, place maintenant aux tractations qui vont conduire à l'élection du bureau parlementaire. Cette élection du bureau se tiendra mardi 19 mai 2015. Au Togo, le musée national a ouvert ses portes ce lundi au public. Une manifestation organisée à l'occasion de la célébration de la journée internationale des musées afin de permettre à la population de revisiter l'histoire culturelle de notre pays à travers des objets archéologiques. Ceux qui s'y sont rendus ont bénéficié de visites guidées sur place. Reportage Kwasiglé, Adolphe Paka. Loin d'être une simple structure sans vie ou sans rangée, les objets du patrimoine matériel et immatériel, le musée demeure une référence pour l'histoire, porteuse de richesses qui mérite l'attention des décideurs et du public. Ce 18 mai, Journée internationale des musées, est encore une occasion pour les professionnels de ce secteur de briser le désamour qui s'est créé entre le musée et son public et d'attirer les populations à s'y familiariser avec des visites. Cette journée a pour but de permettre une rencontre chaque année entre les professionnels des musées et le public afin de sensibiliser celui-ci sur le rôle, sur la contribution des musées dans la construction d'un monde moderne. Nous avons constaté malheureusement chez nous au Togo ici que nos musées n'ont pas le nécessaire qu'il fallait juste parce que les citoyens ignorent l'importance de ces musées-là et par conséquent hésitent à apporter la contribution pour la visibilité de ces musées. Musée pour une société et un développement durable, thème retenu cette année en dit long. Mémoire des peuples soigneusement sauvegardée, le musée devient un excellent outil de l'histoire et d'éducation qui transcende les générations. Institué depuis 1977 par le Conseil international des musées, la célébration cette année au Togo est marquée par diverses activités, entre autres la projection de films et la journée porte ouverte avec la visite guidée et comptée. Kalgora n'est pas seulement habit forgeron, il est aussi bon commerçant. En quoi un musée peut-il contribuer au développement d'un pays? C'est justement la question que certains se sont posés au moment de cette manifestation, une question à laquelle Adolphe Paka tente de répondre dans le dossier que voici. Il n'y a pas la culture du musée tellement pour les Togolais. Les Togolais ne comprennent pas ce qu'on appelle le musée. Souvent, ils nous disent si quelque chose est gâté à la maison, envoyez-le au musée. C'est comme un garage. Et pourquoi ce désintérêt du public? Le musée togolais est-il vraiment attrayant? Il faudrait que ce soit attrayant. Le cadre, l'architecture, tout ça là participe donc justement à l'animation du musée. Il faut renouveler les collections régulièrement. Il faut faire donc de la recherche. C'est en ce moment qu'on apporte un plus. Il faut faire encore plus. Au Togo, c'est un secteur qui peine à décoller. La fréquentation n'est pas régulière. Mais bon, annuellement, on peut envoisiner les 75%. On enregistre beaucoup d'étrangers qui sont là, des touristes qui visitent. Et à Lomé, ceux qui viennent, c'est des expatriés ou le corps diplomatique qui viennent au musée. La viabilité du musée se joue par le renouvellement de ses collections, mais aussi et surtout par l'animation et la médiation. Mais en Afrique, ce n'est pas souvent le cas.
Le musée est laissé donc à lui-même comme ça. Et une fois qu'on a installé, il y a un directeur, on ne renouvelle pas les œuvres, on ne renouvelle pas les pièces. Il faudrait donc rendre ça attrayant. Un peuple sans histoire est un peuple sans âme, dit-on. Un éclat insufflé à ces structures chargées d'histoire les rendrait vivantes et dynamiques pour le tourisme et l'économie, donc un véritable outil de développement. On doit faire beaucoup de médiation, c'est ça qui peut attirer la communauté. Mais on n'a pas d'espace, on n'a pas de place pour faire les médiations. Au niveau des médiations vers le public jeune, vers les adultes, vers les commerçants, vers toute la population togolaise. Et il ne faudrait pas que le musée soit, comme on l'a vu jusqu'à présent, un lieu statique, mort. Mais il faut animer, justement. Et l'animation consiste donc à faire en sorte que les visiteurs peuvent augmenter donc, touristique. Quand les touristes viennent par le musée national, ils comprennent nos patrimoines, ils voient déjà ce qu'on a comme patrimoine culturel, comme patrimoine ethnographique et le côté artistique du Togo. Donc il y a de quoi tout le monde doit réfléchir pour qu'on ait aussi un musée digne d'un musée de la sous-région. Il va falloir prendre le problème à cœur et si rien n'est fait, le musée demeurera toujours le parent pauvre du développement. Ce journal se referme. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Isidore Koubatine à 22h30 pour notre dernière édition du jour. Au revoir et excellente soirée à tous.